d'audace et de liberté, de ruine et de gloire que vous pouvez trouver aux éditions Casbah. À ma gauche, Madame Kautar Ademi, écrivaine algérienne dont les romans lui ont valu plusieurs prix, notamment le prix Renaudot des lycéens en 2017. Madame Ademi a publié entre autres Des ballerines de Papicha en 2010, Des pierres dans ma poche en 2015, Nos richesses en 2017, etc. Je rappelle que ces œuvres sont disponibles aux éditions Barzakh. Comme l'indique l'intitulé de cette rencontre, nos invités vont dialoguer de la migration et des expressions culturelles. Prenons l'acception de la migration comme un processus de mouvement, de personnes et de choses d'un point de départ à un point d'arrivée. Dès lors, un dialogue s'instaure entre les deux rives et des constructions culturelles s'opèrent dans diverses formes d'art, notamment en littérature. Les expressions culturelles deviennent alors un moyen remarquablement puissant pour dire ses spécificités identitaires et linguistiques. Ces derniers seront naturellement marqués par le métissage et la diglossie. Nos invités d'aujourd'hui font partie des écrivains que Glissant a qualifiés dans son ouvrage Le traité du tout monde comme ceux qui, et là je cite, ont dépassé les limites et les frontières, ceux qui mélangent les langages, déménagent les langues, transbahutent et tombent dans la folie du monde. Je me tourne alors vers vous, tout d'abord, pour vous remercier de votre présence parmi nous dans le cadre de cette rencontre et pour vous laisser discuter du rapport de la migration et des expressions culturelles, de l'impact et des enjeux de ces notions sur vos œuvres respectives. Je tiens aussi à rappeler qu'à la fin du dialogue, un débat sera ouvert avec le public. Ainsi, nous pourrons recueillir quelques questions auxquelles nos invités voudront bien répondre. Bonjour, merci à tous ceux courageux et courageuses d'être venus nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Du coup, il n'y a pas de questions, on se lance comme ça. Comment on plonge dans la piscine? Très bien. Alors, je ne sais pas très bien ce que vous entendez par expression culturelle exactement sur l'œuvre, mais ça m'interpelle le côté migration. En tout cas pour toi, Aki, puisque tu es né en France, est-ce que tu considères que tu as quand même migré d'une certaine façon? J'ai migré ici. Tu as migré ici, ouais. Mais en fait, moi, ce qui me... Au-delà de... parce que au-delà de la migration, de la non-migration de l'écrivain, je ne sais pas si c'est le sujet réel qu'il faudrait se poser vraiment. Mais je dirais, pour moi en tout cas, ce qui est important et ce qui a en tout cas changé les choses quand je suis partie vivre ailleurs, c'est que longtemps je me suis posé la question d'où j'écris. Parce que pour mon premier roman, la question, j'étais en Algérie et j'écrivais sur l'Algérie et donc cette question ne se posait pas. J'écrivais même de la faculté de Bouzelera et pour ceux qui la connaissent, je peux vous dire que c'est une gageure que d'écrire depuis Bouzelera. Mais réellement, ça ne se posait pas. Et en fait, à un moment donné, le fait d'être loin, je me suis demandé si j'avais gardé cette espèce de lien presque charnel à la terre, presque charnel aux gens que je croisais, et si j'étais en capacité de raconter des histoires qui se passaient dans un ailleurs où je n'étais plus. Et c'est parce que j'ai été marquée, moi, jeune, adolescente, par des écrivains qui racontaient l'Algérie depuis Paris et où j'avais souvent le sentiment qu'ils racontaient une histoire assez lointaine de moi, qui me paraissait souvent assez fantasmée. Et je n'avais pas envie de me transformer en ce type d'auteur. Et en fait, je dirais que dans la question de la migration, c'est cette question précisément qui, pour moi en tout cas, est importante. Et ce que j'essaye de faire, ce qui est le plus difficile pour moi dans l'écriture, c'est ni la structure, ni le style, ni trouver la bonne histoire, mais c'est d'être toujours dans le bon équilibre et de mettre le curseur au bon endroit et de ne jamais céder à une forme de facilité à laquelle on pourrait céder, notamment sur des histoires liées à l'Algérie. Et c'est d'essayer d'être toujours dans une extrême vigilance sur ces sujets-là. Et donc, le fait est que maintenant, moi, plus le temps passe et plus je reviens en Algérie. C'est marrant, mais en fait, j'ai vraiment un effet... le temps, ça doit bien faire plus de 10 ans que j'habite à l'étranger. Et maintenant, je reviens tous les 2 mois, je reviens de plus en plus. J'ai un besoin de retour beaucoup plus fort et un besoin aussi de me confronter à la vérité. On m'a posé beaucoup de questions récemment sur ce qui se passe en Algérie, sur la situation du livre en Algérie. Et j'ai eu cette réponse de dire, moi j'ai besoin de revenir pour voir de mes yeux avant de raconter. Et c'est vrai.
Et je pense que c'est ça, en tout cas la question réelle de l'immigration, elle n'est pas est-ce que j'immigre en tant qu'individu, mais en tant qu'écrivaine, comment je peux continuer à raconter des histoires de manière crédible. Et c'est pour ça que le documentaire, par exemple, il est intéressant, l'action de faire un documentaire, de venir un petit peu chercher à la loupe des traces, des histoires. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces dernières années, de beaucoup retravailler sur des archives, de retourner voir des gens, de questionner un peu les choses. Et voilà, si je devais résumer en tout cas la position, et c'est aussi, je tiens à le dire, c'est important, moi j'ai un éditeur en Algérie qui est Balzar, qui est mon éditeur depuis le premier jour. C'est mon premier éditeur, bien avant Le Seuil, bien avant Actes Sud. J'ai publié mes 2 premiers romans sont d'abord sortis en Algérie, et mes 5 romans sont sortis chez Balzar, et c'est toujours le même texte, et mes romans sortent toujours en même temps en France et en Algérie. J'y tiens beaucoup parce que j'ai été une étudiante et une enfant en Algérie qui cherchait désespérément des livres, et je trouvais ça, enfant, je trouvais ça insupportable de voir des livres sur l'Algérie publiés en France qu'on ne pouvait pas trouver en Algérie, en me disant mais ça parle de nous mais on ne peut pas les lire. Et donc j'ai un peu cette promesse faite à l'enfant que j'étais de toujours en tout cas contribuer le plus possible à faire en sorte que mes livres soit en librairie ici à des prix abordables et avec une maison d'édition algérienne. Et 2, et c'est très précieux, c'est que moi je travaille mes textes autant avec un éditeur algérien que français. Ils ne se parlent pas toujours, ils n'ont pas toujours des relations amicales, etc. Mais j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, Balzar est un éditeur en Algérie qui habite ici, qui fait un travail, je trouve, de grande qualité avec des auteurs algériens. Et c'est aussi l'assurance de ne pas me tromper. C'est un peu un garde-fou pour moi. C'est autant un éditeur qu'un garde-fou et j'y tiens beaucoup. Voilà, moi je dirais que mon rapport à la migration, c'est un rapport à la précision et à la justesse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui intrinsèquement est très important pour moi. Et j'espère que si un jour je me trompe en faisant quelque chose de cliché, les lecteurs me le diront. Et j'ai confiance dans les lecteurs algériens, ils sont tout à fait capables de me le dire. Voilà. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Tadjer, pour qui l'immigration s'est fait de façon inverse. Du coup, quel est votre rapport à l'immigration en tant qu'écrivain? En fait, elle ne s'est pas faite de façon inverse, puisque je n'ai pas fait la démarche d'immigrer, puisque je suis né donc en France et que j'ai fait toutes mes études en France. Et mon rapport à finalement à la fiction et à l'Algérie, c'est un rapport de l'histoire de France. Je veux dire par là que quand j'étais à l'école, en fait, j'apprenais donc l'histoire de France, de fait. Et à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais moi, où je suis dans cette histoire? Parce que Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et tout ce que vous voulez, c'est intéressant, mais j'avais conscience que c'était quand même c'était une fiction, quoi, d'une certaine façon. Parce que dans ces livres d'histoire, il n'y a personne qui ressemblait à mes parents, personne qui ressemblait à nos aînés. Ça ressemblait à la France. Et en même temps, c'est normal que ça ressemble. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'existiez pas. Et chez moi, bon, c'est pas extraordinaire quand on est issu d'un pays qui a été colonisé, mais moi, mes parents étaient analphabètes, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas extraordinaire. C'est des gens qui ont été d'une certaine façon broyés par la colonisation. Donc, chez moi, il n'y avait pas de livre, carrément, il n'y avait pas de livre. Et donc, je me suis dit, mais à un moment donné, il va falloir que j'aille chercher cette histoire. Parce que mes parents, qui était capable de nous dire ce qui se passait en 14 chez les Algériens issus des vagues migratoires de la guerre, là pour le coup, qui sont partis avec un barda sur le dos. Il n'y avait personne autour de moi. Quand j'ai étudié la guerre 14, je ne voyais pas d'Algériens dans cette histoire. Et quand je me promène dans la France, sur les monuments aux morts, il n'y a pas d'Algériens non plus. Et pourtant, ils ont été incorporés de force, ou certains étaient tirailleurs, etc. Parce que souvent, dans les tirailleurs, on a l'impression que c'est des gens qui se sont engagés de façon naturelle pour la France. Mais en général, ce qui se passait chez les tirailleurs, c'est que c'était souvent des familles nombreuses. Et c'était souvent les derniers qui allaient dans l'armée parce qu'on leur disait « va à la caserne, au moins tu vas manger là-bas ». Et ça se passait comme ça très souvent. C'est la pauvreté qui faisait que les gens rentraient à la caserne, mais ils n'avaient pas spécialement la fibre tricolore dans le cœur, c'est quasiment une question de survie. Et ça, évidemment, on ne me l'apprenait pas. Et pour la Seconde Guerre mondiale, où j'ai écrit un roman là-dessus, et pas non plus. Et en fait, ce qui m'a poussé à écrire,
Et finalement, c'était de remplir les pages laissées blanches par mes parents, laissées vides, qui n'avaient pas plus de recul que leur vie finalement. Parce que souvent les parents étaient nés présumés, voire décédés, parce que les parents mouraient jeunes souvent. Souvent, 40 ans, dans les années 30, vous aviez déjà un pied dans la tombe, hein, avec toutes les maladies, le travail, vous commenciez très jeune et tout. Et cette histoire, vous ne l'apprenez pas quand vous êtes en France. Et puis, je me suis aussi interrogé, mais comment je la vois cette histoire? Est-ce que c'est juste ce que je raconte? Parce que vous avez les faits historiques, c'est souvent entre deux dates, 39-45. Mais qu'est-ce qui se passe en 39-45? À quoi pense un jeune Algérien qui est incorporé de force dans l'armée? Est-ce qu'il se dit mais je vais, comme mes aînés, je vais aller mourir pour une guerre qui ne me concerne pas? Est-ce qu'il peut penser? Ne serait-ce qu'est-ce qu'il peut penser? Parce que souvent, ce sont des gens qui sont broyés. Et moi, j'en ai fait des personnages justement éclairés, qui se questionnent sur la question. Et voilà, ça a été un parcours comme ça, où je me suis interrogé sur notre histoire. Et puis notre histoire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Elle est souvent douloureuse. Hein. C'est pas le gendarme de Saint-Tropez. Hein. Il y a de la violence tout souvent. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai vécu dans un milieu où il n'y avait pas du tout de violence aussi. Parce que j'ai pas vécu dans des banlieues parisiennes où il y avait des ghettos, où il y avait toute ce communautarisme forcé qui existe encore aujourd'hui. Moi, j'ai vécu dans une banlieue où j'étais où on était la seule famille d'Algériens. Donc, d'une certaine façon, c'est plus dur parce que vous êtes plus facilement montré du doigt que s'il y a 30 gamins qui s'appellent Mohamed dans la classe. Et puis, là, j'étais le seul. Et donc, en même temps, soit vous vous écroulez parce que vous êtes entouré, l'univers qui vous entoure vous broie, parce que vous êtes sans arrêt montré du doigt, vous êtes le seul qui a un prénom qui n'est pas Michel, Jean-Pierre, vous êtes le seul avec ce prénom. Soit vous vous dites, eh bien avec ce prénom, mais ça c'est un peu de l'ordre de l'inconscient, soit avec ce prénom j'en fais quelque chose qui va me rendre plus fort, ou soit je vais m'effondrer parce que je vais être pointé du doigt. Et en plus, moi je suis de la génération du sortir de la guerre d'Algérie. Donc beaucoup de leurs parents avaient fait la guerre d'Algérie. Et moi, moi, l'endroit où j'étais, il n'y avait pas l'armée qui passait, il n'y avait pas de ratissage, c'était des échos, quoi, tout ça. Et quand on me disait, j'entendais les gens, oui, mon frère est revenu de la guerre d'Algérie, mais moi, ils étaient revenus de l'Algérie, alors que moi, je n'avais pas mis les pieds en Algérie. Donc, j'entendais des échos, à chaque fois, c'était des échos d'une violence dans un milieu calme, et c'est encore plus redoutable, quoi. Voilà. Et donc, en même temps, ces histoires-là servent aussi à écrire des romans. C'est ça aussi. Alors, depuis les études postcoloniales, on sait qu'un dialogue s'est instauré, un dialogue France-Maghreb interculturel s'est instauré. Donc, les écrivains dits francophones revêtent pour certains une double conscience linguistique. Alors, ma question est toute simple. Par quels moyens s'exprime cette conscience linguistique? Moi, c'est une question, la question de la langue, c'est une question qui me met profondément mal à l'aise parce que moi, je suis un cas linguistique très problématique. Moi, mes parents sont arabophones, arabisants, extrêmement convaincus. Et les premières années de ma vie, je n'entends que l'arabe et l'arabe, pas le dialecte. Donc à la maison, ça parle arabe. C'est Keltoum le vendredi, World Al Jazairiya si on a envie un petit peu, mais c'est des livres en arabe, les livres à la maison, c'est Najib Mahfouz en arabe, tout est en arabe. Et accident de parcours, à 4 ans, j'arrive à Grenoble, accident de parcours, vraiment. Et mon père fait une thèse en France et il choisit Grenoble parce qu'il y a des montagnes et que mon grand frère est asthmatique. Ça se résume à ça. Et en 90, en France, on convainc mes parents, c'est la grande imposture française à l'époque, et de dire il ne faut pas faire cohabiter deux langues. Il ne faut pas faire cohabiter deux langues, surtout quand c'est l'arabe, hein, parce que quand c'est l'anglais, ça va très bien. Donc en fait, mes parents arrêtent de nous parler en arabe, mais jusqu'à 4 ans, moi, je ne parle pas français, je ne parle qu'arabe, et ma langue maternelle, c'est l'arabe.
Et donc en 90, mes parents switchent complètement en français, et de 90 à 94, je vis en France, donc j'apprends le français. Et donc la première langue pour moi à l'oral, c'est l'arabe, mais la première langue à l'écrit que j'apprends, c'est le français. À partir de là, ma langue maternelle est l'arabe, mais ma langue maternelle de l'écrit est le français. Et en 94, on revient vivre en Algérie, époque troublée, si je puis dire. Et mes parents essayent de re-switcher en arabe en 94, mais on est un peu plus vieux, donc ça ne prend pas de la même manière. Mais donc moi, je réapprends l'arabe en 94. Et dans un parcours chaotique scolaire où j'ai fait à peu près tout, jusqu'au lycée, où je rentre dans un lycée public en arabe, avec un bac algérien en arabe. En cela, j'ai un parcours complètement hors norme sur la question de la langue, qui me met extrêmement mal à l'aise, parce que moi j'écris en français parce que c'est vraiment la langue la plus naturelle pour moi à l'écriture, parce qu'en fait c'est la première langue que j'ai apprise à écrire. Mais j'écris en arabe à l'oral, et en fait c'est toujours un espèce de cheminement qui se fait dans ma tête, de réussir à retranscrire de l'oral à l'écrit, presque un espèce de process qui se met en place pour moi. Et j'ai un rapport à la langue qui est extrêmement complexe, parce qu'il y a plein de mots que je ne connais qu'en arabe, il y a plein de mots que je ne connais qu'en français, et j'ai vraiment un mur entre les deux langues. Ça a été d'ailleurs un sujet de dispute extrêmement violente entre mon père et moi, de cette question de la langue. J'en suis arrivée aujourd'hui à quelque chose d'assez serein, en me disant, bon, bah voilà, en fait, j'écris en français parce que c'est plus facile pour moi d'écrire en français. Il y a des fois des raisonnements qui sont purement arabophones dans ma tête et que j'arrive à retraduire en français. Et j'essaie de le faire de la manière la plus, je dirais, lisible qui soit. Mais c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est pas non plus naturel en arabe. Et donc en fait, si j'ai envie de regarder les choses de manière positive, je dirais que j'ai deux langues maternelles. Et si je veux regarder les choses de manière plutôt négative, je dirais que je n'en ai aucune. Voilà. Alors, Monsieur Tadjer, il y a une question que je voulais vous poser par rapport à la polémique qui s'est passée en 2019. Contrairement à la première génération qui écrivait dans la gueule du loup, pour paraphraser Katib Yassine, et quand bien même de grands noms ont choisi le français comme langue littéraire, à l'instar de Beckett, Ionesco ou Kundera, néanmoins, les écrivains, entre guillemets, beurre, ont toujours du mal à être acceptés par la littérature dite nationale. Et il y a eu une polémique par rapport à votre livre qui était au programme du bac français et que quelques élèves ont refusé de lire, tout simplement parce qu'ils considéraient que ce n'était pas un livre français. Bah déjà, littérature beurre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, faut le savoir. La littérature non, beurre... je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je sais mais ce que ça veut dire, je sais ce que ça veut dire, mais ça ne veut rien dire. C'est surtout ça. Donc, c'est vous coller une étiquette de plus sur le dos, c'est-à-dire arabe, beurre, tout, vous vous retrouvez avec pire qu'une valise de voyageurs avec plein d'étiquettes sur le dos. Moi, je ne revendique aucune étiquette d'auteur. Je considère que il y a des bons livres et il y a des mauvais livres. Il y a des livres que j'aime et des livres que j'aime pas. Que le type, il vienne de Suède, d'Afrique du Sud, ou je sais pas quoi. Pour moi, ça me concerne pas. Comment vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a toujours le problème de la littérature nationale? Mais il y a un problème de littérature, pas nationale. En France, je vous parle. En France, oui. Il y a un problème de littérature lié aux auteurs algérien ou d'origine algérienne. Et beurre ne veut rien dire, ça date des années Mitterrand, c'est pour vous dire, ça fait déjà 50 ans. Moi mes enfants, quand ils se définissent, ils se disent, pourtant c'est la 3e, 4e génération, ils disent on est algérien. Alors beurre, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, entre parenthèses. Là, ils ne savent même pas qui est Michel Sardou, ça veut rien dire, alors beurre. Non mais c'est vrai, tout ça pour vous dire, pour en revenir à la polémique, c'est que donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le porteur de cartable, qui est au programme du bac depuis, allez, on va dire, ça fait 20-25 ans. Ça raconte l'histoire de la guerre d'Algérie par deux gamins, un petit Algérien qui est né à Paris, donc c'est un peu mon profil, et qui ne connaît pas du tout l'Algérie, et qui rêve de... Je vous fais court le pitch, je ne vais pas vous raconter. Et qui rêve d'habiter, ils habitent au Halles, dans les chambres de bonne, et ils rêvent d'habiter dans le grand appartement au fond du couloir. Et les premières personnes qui vont arriver, c'est des rapatriés d'Algérie. Et donc il se met à les détester
Mais pas pour les raisons qu'on croit, pas pour les raisons dites de la guerre d'Algérie. Il se met à les détester parce qu'ils lui ont piqué son appartement. Et à partir de là, je raconte l'histoire d'un petit réseau du FLN au Hall. Alors, ce livre est au programme du bac depuis, dans les lectures conseillées au programme du bac plutôt. Et depuis 20 ans. Et souvent, on me demande d'intervenir parce que, en fait, je vais vous dire la vérité, la guerre d'Algérie, en France, très peu de gens savent ce que c'est même. Savent ce que c'est. Vous prenez quelqu'un, un gamin qui a 20 ans, il croit que c'est une manifestation ou un truc comme ça. Je vous assure, il ne connaît rien. Et donc, les professeurs, bon, c'est une manière pour eux de les faire rentrer dans cette histoire-là et pas attaquer par des livres trop ardus, où il y aurait trop de violence, etc. Donc voilà pourquoi il fait partie des lectures conseillées au programme. Et il y a maintenant 3-4 ans, je fais une signature dans une librairie. Et il y a une enseignante qui me demande si je veux intervenir dans son lycée. Et moi, j'avais arrêté d'intervenir parce qu'après, vous savez, quand vous parlez trop d'un même livre, c'est des réflexes, vous avez l'impression d'être le perroquet de vous-même et c'est interminable. Et le libraire me dit, allez-y, monsieur Tadjer, c'est quelqu'un de bien, elle essaye. Je donne mon accord pour y aller. Et quelques jours avant la rencontre, elle m'envoie un mail, elle me dit « Monsieur, voilà, j'ai un problème, j'ai donné votre livre, Le porteur de cartable, à lire à mes élèves. » Et il y a eu un rejet d'une partie de la classe. Certains ne voulaient pas lire le livre parce qu'ils considéraient qu'ils lisaient que des auteurs français. En deux, ils ne voulaient pas lire de livre parce qu'ils considéraient que la guerre d'Algérie ne les concernait pas. Alors si la guerre d'Algérie ne concerne pas la France, je ne vois pas qui est concerné par la guerre d'Algérie. Et troisièmement, il y a un élève, il y a un personnage qui s'appelle Massoud dans le livre, il a refusé de le lire et puis c'est parti en bronca et tout. Elle me dit, est-ce que vous voulez toujours intervenir dans mon école? Alors je lui réponds, moi je n'avais pas du tout envie d'intervenir, je vous dis franchement, parce que je suis lassé de cette histoire, de ce roman et tout, mais je vais venir les rencontrer, c'est des terminales, hein. Ils n'ont pas 12 ans ni 13 ans en terminale, hein, ça faut le savoir. Et donc, et je lui dis, mais à la condition, c'est que le mail que vous venez de m'envoyer, que ça reste pas entre nous, parce que quand les jeunes en banlieue font les cons, en 2 secondes, toute la France est au courant. Mais quand c'est dans la France profonde, c'est comme on dit, la poussière sous le tapis, on n'en parle pas et tout. Elle me dit, mais vous savez, l'éducation nationale, c'est compliqué. Je lui dis, écoutez, c'est ça ou rien, parce que sinon vous débrouillez avec vos élèves, c'est votre problème. Elle me dit, d'accord, et ça a fait le buzz international. J'ai eu un article dans le Washington Post, comme si les Américains n'étaient pas concernés par le racisme. J'ai eu un papier dans un journal israélien, comme si les Israéliens n'étaient pas concernés par le racisme, etc. Et comme ça se passait dans la région où Macron est né, c'était en Picardie, il y a eu un grand article dans un journal qui disait « Akli Tadjer, l'écrivain indésirable ». Alors, et le proviseur ne voulait pas me recevoir. Alors moi je dis, il ne veut pas me recevoir, je ne vais pas forcer les portes. Et une semaine après, je reçois le recteur de l'académie en Picardie m'appelle, il me dit, non, mais intervenez dans ce lycée, etc. Il me dit, est-ce que vous avez besoin de matériel, de paperboard? Je dis, non, mais moi je viens rencontrer des gens, je veux comprendre comment, à 18 ans, un gamin, une gamine peut partir avec autant de préjugés sur les gens qu'ils ne connaissent pas. Parce que dans l'endroit où ils vivent, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe. Alors je connais cette région, il n'y en a pas un. Et je vais rencontrer ces lycéens. Et la première question que je leur pose, il y avait un inspecteur d'académie dans la classe. La prof de français, elle était dans ses petits souliers, ça l'a dépassé complètement cette histoire. Et elle dit, Monsieur Tadjer va vous parler du porteur de cartable. Je lui dis, mais vous plaisantez, vous ne croyez pas que je suis venu ici pour parler d'un livre que personne n'a lu? Alors je lui dis, non, mais je suis venu pour parler d'autre chose. Et la première question que je leur pose, c'est, dans cette classe, ils étaient une trentaine, je leur dis, mais qui n'est pas raciste ici? J'ai entendu, c'est pas la peine de me raconter des cracks, je me suis pas... Et vous en avez une dizaine qui lèvent la main pour dire non, mais nous on n'est pas racistes, on n'est pas concernés, c'est eux, patati. Et puis après c'est comme dans la vie, hein, il y a une dizaine de moutons qui lèvent la main pour dire... et puis vous en avez une dizaine qui restent les bras croisés.
Et quand vous avez comme ça un jeune de 18 ans qui reste les bras croisés et vous lui dites et vous êtes raciste et qui vous dit oui, et toi tu es raciste, oui, je veux dire, non seulement en soi c'est choquant, mais on en a vu d'autres quand même dans la vie, mais c'est qu'il y a un rapport d'âge entre eux et moi. C'est-à-dire que moi je pourrais être leur père, voire leur grand-père quasiment. Et qui vous disent, vous dites, attendez, il y a quelque chose qui a changé dans la France. Avant, ils n'osaient pas le dire, maintenant, ils osent le dire. Et, et donc, j'ai parlé avec eux, etc. Moi, je ne suis pas venu pour faire la morale, hein. Ils ont des parents pour les éduquer, c'est pas moi qui vais les éduquer. Et donc, après, on a parlé, et puis après, voilà, ils sont détendus un peu, etc. Et ils me parlent de l'équipe de foot de France. Et je leur dis, mais vous avez vu la gueule des footballeurs? Est-ce que vous croyez qu'ils vous ressemblent, là? Il n'y en a aucun, il n'y a que des Noirs et des Arabes dans l'équipe de France. Et ils me disent, oui, mais eux, c'est pas pareil. Ah, je lui dis, parce que eux, quand ils vous font ici le drapeau bleu, blanc, rouge et tout, vous êtes fiers, vous voyez pas que c'est des Noirs et des Arabes, mais moi, vous n'avez pas voulu me lire parce que vous prétendez que vous ne lisez pas un auteur étranger. Ils me disent, non, mais on ne vous connaissait pas. J'ai dit, mais il faut que tu connaisses tous les Noirs et les Arabes du monde pour que tu leur parles. Et je me suis dit, mais il est affligeant le niveau, quoi. Non, mais c'est des jeunes gens qui ont 18, 19 ans. Et c'est ça le niveau. Alors quand vous leur parlez de la guerre d'Algérie, mais c'est comme si, je sais pas, Star Wars, un film où on leur a raconté de machin truc. Et je lui dis, alors toi, explique-moi pourquoi tu es raciste, parce que moi, ça m'intéresse. Je lui dis quand même pour comprendre. Et il me dit, bah moi, mon grand-père, il n'aimait pas les Allemands, alors, et mon père, il n'aime pas les Allemands non plus, et en plus, il n'aime pas les Arabes. Et je lui dis, mais et toi, parce qu'il faut que tu te situes, toi, là-dedans, ton père, il n'aime pas les Arabes, tu vas pas répéter. Alors il me dit, mais moi, c'est pareil. Mais je lui dis, c'est pareil de qu'est-ce qui est pareil? Je veux dire, alors toi, il n'y a aucun Arabe autour de toi, et tu vas enseigner à tes enfants, n'aime pas les Arabes. Il me dit, oui, mais ils étaient complètement paumés, quoi, en fait. Ils savent pas. En fait, ils répètent une espèce de logorée, de CNews, les Zemmour et toute la clique et du matin au soir, et ils pensent que c'est ça, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas un fond de vérité dans tout ça, mais surtout, il y a une grande ignorance, quoi, mais même de leur histoire à eux. De leur histoire, parce que cette ville ce lycée se situe dans une ville qui s'appelle Péronne. Il faut savoir que à Péronne, c'est une ville où il y a l'historial de la Grande Guerre. Ce qu'on appelle la Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire. Et moi, avant de rentrer dans ce lycée, j'étais arrivé le matin, justement pour visiter. Et j'ai regardé les noms, qui ne sont pas sur le monument de mort, mais à l'intérieur de l'historial. Et j'ai relevé que dans les noms, il y avait 15 personnes dont le prénom était Messaoud. Et quand je suis allé les voir, je me suis dit, mais toi, tu n'as pas voulu lire parce qu'il s'appelle Messaoud. Mais tu sais qu'il y en a 15 qui sont morts pour toi à Péronne. Et qui n'ont rien demandé, qu'on a déraciné de leur village, et qui sont morts fracassés, et peut-être même leur famille ne sait même pas qu'ils sont morts. Et toi, tu dis ça? Tu pourrais au moins respecter ton histoire. Si tu veux pas respecter respecte au moins ton histoire. Si tu existes aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il y a eu plein de Mohamed et de Messoud qui voulaient pas faire cette guerre et qui sont morts pour toi. Voilà. Alors, voilà, c'était ça, cette histoire. Et à la fin, ils étaient un peu dans leur petit sujet. Ils ne se sont pas excusés, hein. Mais ils ont dit, moi je suis désolé, bon, je vais lire le livre et tout, même si je ne le crois pas une seconde, hein. Je vais lire le livre, monsieur, c'est gentil d'être venu nous voir et tout, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, avant d'ouvrir le débat avec le public, je vais laisser nos auteurs nous parler de leurs dernières œuvres. Oui, très bien. Je peux vous parler d'Au vent mauvais, qui est mon dernier roman. C'est le 5e chez Balzac. Et Au vent mauvais, c'est un roman qui commence en 1922 dans un petit village à l'est de l'Algérie et qui va traverser en fait 80 ans d'histoire puisqu'il se termine en 1992. Et donc c'est le XXe siècle. Qui dit XXe siècle dit 3 guerres, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie et les années 90. Et c'est l'histoire d'un trio d'amis, Leïla, Talaq et Saïd, qui se connaissent, qui vivent dans le village ensemble. Et puis, ça va faire écho un petit peu à ce que dit
à ce que tu disais, Akli, puisque ça raconte comment Thaler est embarqué un jour par l'armée française, alors qu'il était berger et qu'il rentrait. Et il est embarqué par un camion de l'armée française et emmené faire la Seconde Guerre mondiale, comme ça il n'avait rien demandé, pas engagé non plus. Il leur manque un homme, il le croise, il l'embarque et il l'emmène. Et ça m'a permis de raconter une histoire très peu connue qui s'est passée à Versailles à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944 et qui raconte la mutinerie des Nord-Africains qui, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont ramenés en Île-de-France et Paris ne veut pas qu'il y ait des Arabes enfin, ils veulent pas d'Arabes dans la ville, ou d'Africains, ou de Nord-Africains, ou de Sénégalais, etc. Donc ils sont tous parqués autour de Paris pendant plusieurs mois. Ils vivent dans des conditions insalubres, extraordinaires, je ne sais plus combien, mais ils sont plusieurs centaines parqués dans une vieille caserne, ils dorment à même le sol, ils n'ont pas d'eau, etc. Et ils attendent, c'est presque la fin de la guerre, mais ce n'est pas tout à fait la fin de la guerre, les Américains sont là, et ils demandent à rentrer dans leur pays, ils sont partis depuis longtemps, ils ont vécu des atrocités, ils ont vu des amis mourir, ils se sont battus pour un pays qui n'est pas le leur, ils sont indigènes, et ils ont connu parfois des camps de concentration, ce qu'on ne dit pas souvent, hein, qu'ils ont connu des camps de concentration. Et moi j'avais envie de raconter cette histoire parce que mon grand-père, on m'a toujours dit ton grand-père parle allemand, et donc j'ai fait allemand au lycée et pour parler avec mon grand-père en allemand, et en fait je me suis rendu compte que mon grand-père, c'est pas qu'il parlait allemand, c'est qu'il connaissait certains mots en allemand appris pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il avait été embarqué et emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est comme ça qu'il connaissait malheureusement ces mots-là. Et j'avais envie un peu de creuser cette histoire-là, ce qui est l'histoire de mes grands-parents. Et donc à Versailles, en fait, les Versaillais ne veulent pas non plus évidemment de ces milliers de Nord-Africains, Sénégalais, etc. Et donc ils commencent à prendre une série de mesures contre eux. Ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma, ils n'ont pas le droit de fréquenter les bars, ils n'ont pas le droit de beaucoup de choses. Puis un jour, les gendarmes embarquent 3 Nord-Africains. Et en fait, il y a une révolte notamment des Algériens et des Tunisiens contre la gendarmerie, puis ils prennent la ville de Versailles, ils encerclent la ville de Versailles, ils prennent la gendarmerie et prennent en otage les gendarmes versaillais et ils veulent faire un échange de prisonniers. Et donc l'échange de prisonniers a lieu et puis se font expulser, ce qu'ils demandaient vers leurs pays respectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais retrouvé les rapports de police français de l'époque. Et en fait, il y a des rapports de police édifiants, des lettres entre le ministère de l'Intérieur français en 1944 et la gendarmerie versaillaise. Et ils décident de faire une rafle, et c'est le mot qu'ils utilisent en 1944, le mot rafle, qui n'est absolument pas anodin, d'aller faire une rafle dans des lieux où ils savent qu'il y aura des Algériens, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Versailles, mais décident d'aller arrêter des Algériens dans des endroits lambda, et donc ils vont arrêter des Algériens, et puis ils se félicitent d'avoir arrêté des Algériens, ce qui permet de rehausser le prestige de la gendarmerie versaillaise, et on est là dans un truc extrêmement raciste de la police en fait, parce qu'en fait on considère que n'importe quel Algérien doit payer pour d'autres Algériens. Et donc ils arrêtent ces gens-là, et dans les courriers que j'ai pu consulter, ils disent ce serait pas inutile de recommencer. Et on est en 1944, on est déjà dans des violences policières racistes, c'est pas les premières, mais celles-ci sont extrêmement documentées. Donc en fait, je raconte l'histoire de Thaler et de Leïla. C'est un roman de 2 grosses parties. La partie de Thaler qui va traverser cette Seconde Guerre mondiale, qui va vivre un moment à Rome, etc. Qui est quelqu'un qui est très marqué par la guerre, la Seconde Guerre mondiale puis la guerre d'Algérie, et qui se questionne beaucoup sur ce que fait la guerre aux hommes. Et par Leïla, qui elle est marquée par plusieurs violences, dans l'une d'elles et une trahison de Saïd, qui publie un roman sur elle. Premier roman de langue arabe en Algérie, qui va être son histoire à elle, et elle le découvre comme ça. Et donc c'est une trahison de femme qui a l'impression d'être dépossédée par son histoire. Voilà, en quelques mots. Mais moi je raconte très mal mes livres, mais enfin j'essaie de vous faire le pitch. Voilà. Donc Monsieur Tadjer, qu'en est-il de votre trilogie dont je rappelle les titres? Alors, d'amour et de guerre, d'audace et de liberté, de ruine et de gloire, aux éditions Casbah. Alors, ce qu'il en est, en fait, c'est une fresque historique qui couvre de 39 à 62. 62, évidemment, ça dit quelque chose à tout le monde ici. En fait, moi, vous voyez, ce qui m'intéresse et ce qui me touche, j'écoute Kautar, c'est que finalement, quand je vous disais tout à l'heure que j'essaye de remplir les pages laissées blanches par mes parents, c'est qu'en fait,
on n'est pas satisfait, enfin pour moi, de l'histoire officielle, enfin l'histoire française, le roman français de truc. Et comme je disais tout à l'heure, parce qu'on n'existe pas, quoi. On n'est même pas des figurants. On n'est même pas des figurants. Par exemple, vous voyez des films d'un auteur qui s'appelle Alexandre Arcani, qui parle voilà, de sa vie de pied noir et tout, mais les Algériens, c'est des figurants dans le lointain là-bas, c'est des trucs. Et même quand on parle de Camus, moi je lis La Peste, mais je me dis, mais attends, mais ce roman, non seulement l'Algérien musulman, j'entends, hein, non seulement il n'existe pas, mais je me dis que pourquoi ça se passe en Algérie, ça? Ça pourrait se passer à Perpignan, ça pourrait se passer, puisqu'ils n'existent pas, les Algériens, dans le roman. Je veux dire, pourquoi? Et pourtant, on dit que Camus, c'était un humaniste, etc. Mais c'était un humaniste petit blanc, quoi. Issu d'une famille de petits blancs. Donc, il voyait l'Algérie comme ça, même s'il pouvait avoir de l'empathie. Mais en fait, il ne nous voyait pas. On était là, mais on était transparent. Pardon? C'est ce que lui dit Mohamed Dib, je crois. Non, c'est pas Kateb, c'est Mohamed Dib, je crois qu'il lui écrit ça dans une lettre. Quel dommage que vous ne nous ayez pas rencontrés, quoi. Il lui dit voilà. Je crois que c'est les rencontres de Ablida, après les rencontres à Ablida, où ils ont une correspondance où il lui dit ça. C'est une très belle lettre où il lui écrit. Mais c'est flagrant. À l'inverse de Sénac. Voilà. Oui, mais lui, parce qu'il se sentait algérien, tandis que l'autre, il se sentait un petit blanc de souche occidentale. Voilà, la vérité, elle est là. Mais encore dans l'étranger, l'arabe, il existe, mais il est mort. Au moins, son histoire, elle part mais dans La Peste, c'est personne. Enfin, pour en revenir. Et donc, je me suis dit, moi, je vais, comme toi, je vais essayer de raconter notre histoire. Et j'ai commencé, c'était de façon tout à fait fortuite. Un jour, je me suis retrouvé dans une réunion où on m'avait invité, et je me suis dit, mais pourquoi je vais y aller? C'était à Bondy, en banlieue parisienne, et il y a une amie qui me dit, viens, je sais pas, il y a une remise de médailles d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, dans une remise de médailles d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale? Et puis finalement, j'y vais parce que je suis curieux de tout dans la vie et tout. Et je rencontre des grands Sénégalais, là, âgés et tout, mais beaux et costauds, avec des médailles. On aurait dit quasiment un habit d'arlequin, tellement ils avaient des médailles. On aurait cru qu'il avait fait 25 000 guerres. Et je demande à l'un d'eux, où est-ce que vous étiez pendant la Seconde Guerre mondiale, il me truc, et puis il me dit, j'étais dans un front de stalag en France. Le front de stalag, c'est un camp de travail. Je lui dis, ah bon, j'étais pas au courant de ça, qu'il y avait des camps de travail en France. Il me dit, si, il y avait pour... Si, plusieurs, mais c'est dans l'histoire que je raconte, j'ai retrouvé ça. Voilà, il y en avait entre 300 et 400 dans le nord de la France, mais c'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 40, quand la France, elle s'est rétamée, hein, il n'y a pas d'autre mot, puisque même la Belgique a résisté plus que la France. Et il y avait tellement de soldats coloniaux que les Allemands ne voulaient pas les ramener en France, en Allemagne. Ils ont dit ils vont nous ramener des maladies, etc. Et puis en plus avec leur théorie raciste, alors des Noirs et des Arabes, je ne vous parle pas. Et donc ils ont décidé de faire des camps de travail pour ces gens-là. C'est-à-dire il y avait tous les soldats d'Afrique du Nord, il y avait les tirailleurs, il y avait tous les soldats comme on dit, d'Afrique noire, mais il y avait aussi ceux qui étaient venus des Antilles, de la Réunion, imaginez, la Calédonie allait mourir à Verdun, des mois et des mois de cale de bateau pour aller... Et donc je m'intéresse à l'affaire. Et donc je découvre ça, je me dis, ben voilà une page qui n'a pas été écrite dans l'histoire de France, ces gens-là qui sont morts et tout. Et donc voilà, je me dis, cette histoire, il faut que je m'en empare, parce qu'en France, il faut qu'on soit au courant qu'il y a une part de l'histoire de ces gens-là qui a été tue. Et donc, je raconte son histoire, et je ne trouvais pas beaucoup moi, je cherchais surtout bon, les faits, je les avais trouvés sur Internet. Je savais qu'il y avait tant et tant de camps, mais je cherchais des témoignages. C'est ça qui est intéressant, c'est les témoignages, parce que c'est vous, dans la guerre, comment
comment vous percevez tout ça, cette violence et cette horreur. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Et là, je suis parti et j'ai écrit un roman. Je suis sur cette histoire de tous ces gens qui sont mélangés, qui est une espèce de tour de Babel. Et ce que je voulais dire, c'est que la catastrophe de la catastrophe, c'est que donc ces gens-là ont été faits prisonniers par les Allemands parce que c'était la capitulation totale. Mais l'horreur de l'horreur, c'est que comme c'était la guerre, les Allemands ne voulaient pas les garder. Donc ils les ont donnés à garder à des soldats français. C'est-à-dire que ceux qui les avaient plongés dans ce chaos devenaient en plus leurs geôliers. Vous imaginez un peu la folie dans la tête de ces gens. Et donc j'ai raconté ça, et puis après on est des romanciers. Hein. Voilà. En brode. Hein? En brode, après. Voilà, brode, et donc moi je le fais évader, mon personnage principal, et il se retrouve aussi, tout ça est étayé historiquement, hein, tout est, il y a ce qui relève de la fiction et ce qui relève des faits, donc il s'évade à Paris, il se retrouve à la mosquée de Paris, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands qui occupaient Paris voulaient à tout prix se mettre la communauté algérienne avec eux, parce qu'ils disaient... Il promettait d'ailleurs l'indépendance. Voilà, il leur disait, voilà, et vous aviez des émissions en arabe, même. Bien sûr, et il y avait un personnage incroyable qui s'appelle Mohamed El Mahdi, incroyable, qui était pro-nazi. C'est-à-dire qu'il était pro-nazi, et puis c'était un intellectuel, hein, c'était pas le pilier de bistrot, hein, c'était le mec. Et donc il réunissait dans des cafés tout ce que la communauté algérienne pouvait rassembler, au moins qui étaient intéressés par ses discours. C'est-à-dire que les gens qu'il réunissait, c'était des gens qui avaient fait la Première Guerre mondiale surtout et qui étaient restés à Paris. Et ils tenaient des discours en disant « on ne va pas se laisser faire, etc. Nous, on meurt à chaque fois 10 fois plus que les Français sur les champs de bataille, etc. » Il y avait un discours, etc. Et ça marchait. D'ailleurs, ça marchait et il a mal fini parce qu'il a fini collabo avec Bonnier et Lafont, etc. Mais ce qui était intéressant, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'à la mosquée de Paris, tous les juifs algériens qui étaient chassés par les nazis trouvaient refuge à la mosquée de Paris. Parce que comme ils donnaient des Ausweis pour les Algériens, c'est-à-dire qu'avec un Ausweis, vous pouviez aller n'importe où en France. Et donc beaucoup d'Algériens ont fait du marché noir pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup se sont enrichis. Et à la fin, beaucoup se sont retrouvés avec des cafés, etc. Parce qu'ils avaient fait du marché noir. Ils pouvaient aller en Normandie chercher du beurre, ramener, etc. Pour eux, c'était une épopée. Hein. Ils sont partis avec un fusil dans le dos. À la fin de la guerre d'Algérie, ils avaient des cafés à Paris. Donc pour eux, c'était pas l'entière catastrophe. Mais c'est que à la mosquée de Paris, le recteur de la mosquée de Paris, qui s'appelait Ben Gabrit, délivrait à ces juifs algériens des certificats d'identité musulmane. Et avec ces certificats d'identité musulmane, ils avaient un Ausweis, puisqu'ils passaient pour les Allemands, ils avaient le Ausweis, ils étaient considérés comme des musulmans. Et ça, c'est une part de l'histoire qui est aussi tue, quoi. Et moi, ça m'intéresse, toute cette histoire de nos aînés, ce qu'ils ont vécu, ce qu'on ne nous a pas raconté, ce qui relève de l'anecdote, mais en même temps, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et moi, en fait, ça m'intéresse, hein, c'est tout bête, mais ça m'intéresse. Et dans le deuxième, dans d'Audace et de liberté, on retrouve des personnages. Moi, je vous raconte en gros la thématique. Après, ce sont des romans, c'est Il était une fois. Hein, c'est pas. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires enfin, bref, la vie, quoi. Et c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la Russie, l'Union soviétique, c'est devenu un empire dans son genre. C'est devenu un empire. Ça commence à être la débandade dans les empires coloniaux, les Anglais et les Français, c'est-à-dire avec la chute de l'Indochine pour commencer. Ça, c'est la résultante de la Seconde Guerre mondiale, la chute de l'Indochine, et ensuite l'Algérie qui enchaîne. Et en fait, c'est la fin des colonies, plus ou moins violente. Il y a des pays qui ont eu leur indépendance sans tirer une cartouche, et puis des pays comme l'Algérie qui ont été saignés à blanc pour avoir leur indépendance. Et puis c'est surtout un événement essentiel qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, hein, disons les choses comme elles sont, c'est la création de l'État d'Israël en 1948. Je veux dire, c'est un boomerang qui nous revient encore aujourd'hui. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu la création de cet État, il n'y avait que 57 pays aux Nations Unies. Et maintenant, il y en a 194 ou je ne sais pas quoi. Donc le monde a changé. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis
Et puis dans le dernier roman, tous ces bouleversements de l'histoire et tout. Dans le dernier roman, je raconte les derniers mois, les 4 derniers mois de la fin de la guerre d'Algérie. Je raconte, donc c'est le fils qui est dans les 2 premiers romans, qui raconte, lui, l'histoire qui vit en Algérie. Donc c'est un jeune homme qui est devenu avocat en France, qui a prêté serment, etc., pour devenir avocat. Et il rêve que d'une chose, c'est de rentrer en Algérie pour défendre la cause, des militants de la cause de l'indépendance, etc., du FLR, enfin bref. Il rêve de défendre des héros, quoi. Et sauf que le 19 mars 62, il y a eu les accords d'Évian, et le 26 mars à Alger, il y a eu une manifestation immense, téléguidée par l'OAS, avec tous les ultras de l'Algérie française, tous les Européens d'Algérie française, parce qu'en fait on disait les Européens d'Algérie plus que les Français, parce que l'Algérie elle a été colonisée plus par des Européens venus d'Espagne, du bassin méditerranéen, que par des Français. Et donc il rêve de défendre voilà, la cause de l'indépendance. Pour lui, il est jeune, il est plein d'enthousiasme, il est plein d'idéal, etc. Et donc il y a cette manifestation du 26 qui concerne les pieds noirs, qui sont contre les accords d'Évian. Les accords d'Évian. Et il y a 2 coups de feu qui sont tirés d'un balcon. Et il n'y avait plus de policiers pour faire le maintien de l'ordre à Alger, et c'est l'armée qui fait le maintien de l'ordre. Et l'armée n'est pas destinée à faire du maintien de l'ordre. Elle est là pour faire la guerre, elle n'est pas là pour faire les manifestations. Et donc l'armée panique, et elle panique, l'armée. Et donc tire dans la foule. Ah, c'est ma fille, mais bon. Et tire dans la foule, et je sais plus. Non mais... Attends, je suis en train de parler avec des gens. Oui, tu me verras tout à l'heure. Allez. Donc, tire dans la foule, et il y a 80 morts et 200 blessés, etc. Et c'est la première fois que l'armée française tire sur des Français. Sauf que, voilà, dans la vraie vie, on ne sait pas qui a tiré, qui a semé. Mais nous, comme on est des romanciers, on sait qui a tiré. Sinon, c'est pas la peine d'être romancier si on ne peut pas inventer des histoires. Et donc, l'histoire de mon jeune avocat qui est plein de dévotion pour la cause, son patron lui dit « Tu voulais une grande affaire, j'en ai une pour toi. Tu vas défendre cette jeune femme. » Alors, il va défendre. On lui dit de défendre cette jeune femme qui est de l'OAS. Alors, la thématique, c'est comment défendre quelqu'un dont vous partagez absolument aucune idée. Voilà. Et voilà, après il faut lire les romans, c'est ça. Je remercie très chaleureusement nos intervenants pour la clarté, la pertinence de leurs interventions, tout simplement. Merci à vous d'avoir été présents. Et je rappelle les œuvres de Madame Ademi, Nos richesses et Autant mauvais, qui se trouve à Barzakh, ainsi que d'autres œuvres. La trilogie de Monsieur Akhletajer, D'amour et de guerre, d'audace et de liberté, et de ruine et de gloire. Merci à vous. Au revoir.